Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, en ce lundi qui marque l'entrée en vigueur, je vous le rappelle, de nouvelles mesures sanitaires à Monaco. C'est en effet aujourd'hui que la vaccination s'ouvre aux plus de 45 ans et que les restaurants de Monaco ont de nouveau l'autorisation de servir le soir une clientèle locale ou séjournant dans les hôtels de Monaco. Nous serons avec le chef de la Montgolfière, Henri Gérassi, nous révélera comment cette véritable petite institution monégasque traverse la crise et accueille l'annonce de la réouverture nocturne, d'autant plus qu'il se situe dans un quartier très impacté, celui du Rocher. Les vacances de printemps avancées de 15 jours se poursuivent. Pour cette deuxième semaine, le centre de loisirs assure sa mission d'accueil et les enfants qu'il prend en charge se voient proposer de multiples activités. Ils ont également reçu la visite de l'artiste Junk, dont le sujet de prédilection, le bonbon, parle tout particulièrement aux enfants. Dans la page sport de cette édition, la belle victoire des footballeurs monégasques, 3-0 face à Bordeaux, et la préparation notamment du premier des 3 grands prix à venir, le Grand Prix historique de vendredi à dimanche prochain. Cela nous amènera à une autre forme de sport, l'e-sport. L'AS Monaco FC dispose d'une équipe qui peut se prévaloir déjà d'avoir un très beau palmarès. Le développement de l'e-sport, le profil des pratiquants et les jeux vidéo avec lesquels ils s'affrontent, il en sera question avec Simon Rémoussin, responsable de la cellule e-sport du club monégasque. Saviez-vous que chez les Bach, il n'y a pas eu seulement Jean-Sébastien Bach, mais une trentaine de musiciens? C'est ce que nous découvrirons dans le reportage de José Sacré sur le concert donné dimanche à l'église Saint-Charles. Mais nous débutons ce journal avec cette information santé importante qui concerne les plus de 45 ans. La vaccination avance. Bonsoir Alexandra Pani. Bonjour Patricia, c'est effectivement au tour des plus de 45 ans de se faire vacciner depuis ce lundi. Une vaccination qui se fera uniquement avec le vaccin Pfizer. Pour prendre rendez-vous, c'est simple, il vous suffit d'appeler le centre d'appel Covid-19 au 92 05 55 00 ou bien de vous rendre sur le site vaccination-covid19.gouv.mc. Une nouvelle qui va faire beaucoup d'heureux, les restaurants vont pouvoir rouvrir le soir à partir d'aujourd'hui. C'est valable aussi pour les marchés, Alexandra. Bien sûr Patricia, et la mairie a donc annoncé elle aussi aujourd'hui la réouverture des halles des marchés de la Condamine et de Monte-Carlo en soirée du mardi au samedi entre 19h et 21h30. Rappelons qu'il faut comme pour les restaurants bien penser à réserver 6 convives maximum par table et uniquement pour les personnes résidentes, salariées ou séjournant à l'hôtel. La crise sanitaire a eu de lourdes conséquences pour les commerçants, notamment du Rocher, un quartier où l'on y trouve un véritable petit temple de la gastronomie locale. Il s'agit de la Montgolfière. Le maître des lieux est notre invité. Bonsoir Henri Gérassi. Bonsoir Patricia Navarro. La première question que l'on a envie de vous poser ce soir, c'est tout d'abord comment traversez-vous cette crise ? La crise est assez difficile donc, pour Monaco, mais nous avons quand même le soutien du gouvernement princier, du palais, ainsi que du Conseil national qui nous aide beaucoup. Et qui, avec l'ouverture du déjeuner, donc, nous avons pu garder quand même le contact avec la clientèle qui nous est fidèle et tout ça, quoi. Donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chance par rapport au pays qui nous entoure. Henri Gérassi, on sait que le Rocher est tout particulièrement impacté, vous nous le confirmez ? Oui, tout à fait. Nous avons des difficultés donc de stationnement déjà, et puis bon, la clientèle qui n'est pas l'étrangère, qui n'est pas encore au rendez-vous, mais nous avons quand même une clientèle monégasque qui nous suit depuis le début, donc c'est vrai qu'on tire nos marrons du feu, donc c'est vrai qu'effectivement, on a quand même cette chance-là à Monaco. Mais vous avez senti un bel élan de la part de la clientèle locale, il y a eu une forme de solidarité, les gens ont joué le jeu ? Ils ont joué le jeu et puis ils ont redécouvert le Rocher quelque part. Et donc ils remontaient plus sur le Rocher parce que c'est vrai qu'effectivement certains restaurants ou certains magasins avaient une connotation un peu trop touristique. Et maintenant c'est vrai que les gens redécouvrent le Rocher donc avec une façon très sympathique et très particulière. Voilà. Et il y a une solidarité aussi entre les commerçants du Rocher parce que vous avez mis en place des opérations, des animations, notamment tout l'été dernier pour redynamiser le quartier.
C'est vrai qu'on fait beaucoup de travail, mais on remercie encore beaucoup Welcome Office et le gouvernement qui nous suit, ainsi que le Conseil national et la mairie de Monaco qui nous aident beaucoup dans cette tâche, quoi. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, le rocher est très particulier, mais on ne perd pas confiance. On va continuer, ça sera notre force et on va y aller tous ensemble et voilà, quoi. Donc maintenant, c'est vrai qu'effectivement, à partir de ce soir, les restaurants vont rouvrir le soir. Alors justement, le gouvernement a fait cette annonce vendredi dernier. C'était une annonce que vous attendiez avec impatience. C'est une décision que vous appeliez de vos vœux? C'est vrai qu'on va retrouver nos clients du soir, on va redynamiser un peu les soirées, et puis voilà, quoi. Et puis en tenant encore les grands prix historiques, Grand Prix, e-Prix et le Grand Prix de Monaco, ça va nous aider beaucoup. Après, il faudra voir dans quel contexte et dans quelle mesure on va accueillir les clients étrangers ou les résidents d'hôtels. Mais le fait que la clientèle, pour l'heure, ne reste que locale, ce n'est pas trop pénalisant? Pour l'instant, on verra. Est-ce qu'il y aura un engouement d'1 semaine, 2 semaines? On ne sait pas. Est-ce que ça sera long terme? On verra au fur et à mesure des décisions du gouvernement monégasque pour voir si on pourra alléger certaines restrictions qui font que peut-être que des clients limitrophes, que ce soit Beau Soleil, Menton, Cap d'Aille et peut-être un peu plus loin, pourront venir, mais c'est vrai qu'avec leurs mesures de confinement, c'est vraiment pas évident, quoi, avec notre pays voisin, quoi. À titre personnel, à la Montgolfière, vous avez eu recours aux aides gouvernementales. Est-ce que cela a été un précieux soutien? Oui, ça a été un précieux soutien, puisque bon, nous, on est un tout petit restaurant, effectivement, donc avec les distanciations et tout ça. C'est vrai qu'effectivement, on a quand même souffert. Mais bon, je suis tout seul à travailler, donc j'ai pas eu trop de soucis avec donc, les CTTR, les employés, tout ça. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'ai pu tirer l'épingle du jeu difficilement, mais c'est vrai que les aides du gouvernement ont été très précieuses. Là, on peut dire qu'on est quand même des privilégiés au niveau de ces gestes, oui. Henri Gérassi, on a beaucoup parlé à travers cette crise de notre capacité d'adaptation. Qu'est-ce qu'elle vous a appris ou amené à changer, cette crise de la Covid-19? Moi, je n'ai pas changé particulièrement de stratégie. Je ne me suis pas réinventé pour le monde d'après, comme on puisse dire. Donc j'ai continué à faire ma cuisine, continué à faire tout ce que je savais faire. Donc voilà, quoi. Donc je me suis pas... J'avais pas l'obligation de me réinventer par rapport à d'autres restaurants, bien sûr, qui ont une capacité majeure, beaucoup plus grande que la mienne. Mais bon, ça va revenir, nous sommes confiants et les gens vont revenir. Donc là, c'est vrai qu'effectivement, nous, ce soir, donc nous ouvrons le restaurant qu'à partir de jeudi, pour des commandes et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même déjà beaucoup de réservations qui commencent à affluer. Et les gens de Monaco sont très contents de dire, enfin, nous revenons et voilà, quoi, c'est très bien. Voilà. Vous ne vous êtes jamais tourné vers la possibilité de l'activité livraison comme d'autres? Ben non, parce que c'est très aléatoire et il y a beaucoup de gens qui font ça, des livraisons. Donc c'est vrai que j'ai eu très peu de demandes. Donc voilà, donc je n'étais pas habilité à le faire, donc je laisse faire à ceux qui savent faire, voilà. Mais je crois qu'on reviendra assez vite au monde d'avant. Voilà, beaucoup de résilience et de l'espoir aussi dans votre témoignage. Merci beaucoup Henri Gérassi d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, au revoir. Et vous le savez, une autre conséquence de la crise sanitaire, c'est le changement des dates des congés scolaires de printemps. Nous débutons aujourd'hui la deuxième semaine de ces vacances. Christine Datomel et Serge Prémont se sont rendus au centre de loisirs qui s'est adapté pour accueillir tous les enfants dont les familles auraient besoin d'un système de garde. À l'école des Rêvoirs, une artiste qui expose actuellement à Monaco est venue prendre part à un atelier créatif autour de son objet fétiche, un objet ou plutôt une gourmandise dont raffolent les enfants. Les ateliers d'art plastique initient les enfants à diverses disciplines comme le dessin, la peinture, le modelage ou encore le collage. Les enfants découvrent au travers de nombreux matériaux le plaisir de la transformation et de l'imagination. C'est donc dans cet objectif que le centre de loisirs a mis en place divers ateliers artistiques au sein de l'école des Rêvoirs. Et pour apprendre aux petits artistes en herbe les rudiments de la création, un enseignant de renom, l'artiste Laurence Jenk,
bien connu en principauté pour ses œuvres bonbons et qui trouve essentiel d'initier les petits aux techniques artistiques, les enfants étant souvent en demande. C'est indispensable que de les ouvrir à l'art. Et la première question, d'ailleurs, on a démarré « Qu'est-ce que l'art ?» C'est le grand débat et c'est toujours un débat d'actualité. Et c'est vrai qu'on a des références, Marcel Duchamp, enfin, ça a toujours été la question essentielle. Qu'est-ce que de l'art? Et ce qu'on a fait ce matin, c'est aussi de l'art. Alors qu'est-ce qui vous épate toujours chez les tout petits comme ça? C'est leur spontanéité, leur envie de faire, leur dynamisme. Et puis voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrage. Ils peuvent créer avec tout et n'importe quoi. Et effectivement, tout peut devenir de l'art. En fait, il faut prendre des papiers de couleur et il faut mettre quelque chose dedans. Et on met une ficelle. Et ça forme un bonbon. Et après avoir réalisé de belles œuvres bonbons pour leurs proches, les petits ont pu s'immerger le temps de quelques heures dans l'univers artistique de Laurence Jank, qui a ouvert pour l'occasion les portes de son atelier à ses petits élèves d'Anjou. Le week-end a été riche en événements sportifs. Stefanos Tsitsipas s'est adjugé le Rolex Monte Carlo Masters et les footballeurs monégasques n'ont pas manqué de panache non plus à Bordeaux. Mais tout d'abord, on en sait un peu plus sur la finale de l'Eurocup de basket, Alexandra. Le calendrier vient d'être annoncé officiellement et l'on débutera par un match à domicile pour la Roca Team à Gaston-Médecin le mardi 27 avril. Le match 2 se déroulera lui à Kazan, Russie, le vendredi 30 avril. S'il devait y avoir un match 3, ce sera le dimanche 2 mai à Kazan également. Le match à Monaco se déroulera à huis clos. En Russie, le public est accepté, mais cela semble compliqué pour les fans de la Roca Team, Patricia, car il faut des visas. Et notez qu'après Mathias Le Sort en quart de finale, c'est Rob Gray qui remporte le trophée de MVP pour les demi-finales. L'AS Monaco FC a donc conforté sa 3e place après sa victoire à Bordeaux. Oui, Patricia, les Rouges et Blancs reviennent à seulement 2 petits points du leader Lille. Les Monégasques sont sur une très belle lancée et Bordeaux n'a pas pu les arrêter. 3-0. En première mi-temps, c'est Kevin Volland qui ouvre le score. Puis à la 47e minute, un but de Martins. Puis dans les dernières minutes de jeu, Jovetic. Mais le coup final, la course au titre promet de belles surprises. Lui aussi se serait bien satisfait d'une 3e place. Malheureusement, Charles Leclerc devra se contenter cette fois-ci encore du pied du podium. Un Grand Prix d'Émilie-Romagne qui promettait des rebondissements à cause de la pluie et qui n'a pas déçu entre l'accrochage de Russell et Bottas et la remontée impressionnante de Lewis Hamilton après une sortie de piste. Le Monégasque, lui, a réussi à réaliser une course solide et remporter 2 points supplémentaires. Charles Leclerc se classe ainsi 4e au championnat des pilotes avec 20 points. Derrière, Lando Norris. Prochain rendez-vous le 2 mai pour le Grand Prix du Portugal. Et de notre côté, à Monaco, nous nous apprêtons à accueillir le week-end prochain le premier des Grands Prix qui marqueront cette année 2021 sur le circuit monégasque. C'est une année particulière et chargée, Patricia. Une fois n'est pas coutume, 3 Grands Prix sont au programme pour 2021. Et on commence effectivement dès ce week-end avec le 12e Grand Prix de Monaco historique. Je vous rappelle les modalités pour assister aux courses. La journée de vendredi est consacrée aux essais libres et se tiendra sans public. Samedi pour les séances de qualification et le dimanche pour les courses. Ça se tiendra avec une capacité de 6500 personnes, soit un tiers du public habituel, et réservé aux résidents salariés de la principauté et aux personnes séjournant dans les hôtels monégasques. Pour les places, vous pourrez les acheter directement sur place à partir de jeudi jusqu'à dimanche. 2 zones de guichet ont été installées, la première sur la promenade Honoré II et une seconde à côté de l'Office du tourisme, de 8h à 18h. Et pour les tarifs, chaque journée est à 10 €. Une autre forme de sport, une pratique qui est en plein essor. L'e-sport fait chaque jour de plus en plus d'adeptes, mais il n'est pas donné à tout le monde de faire partie des tout meilleurs. L'AS Monaco FC s'est rapidement intéressée au phénomène et a décidé de créer sa propre équipe. Elle compte en son sein des joueurs d'élite. Le responsable de la cellule e-sport du club monégasque est notre 2e invité. Bonsoir Simon Rémoussin. Bonsoir Patricia. Avant d'évoquer le développement de la discipline, en quoi, tout d'abord, était-ce important pour l'AS Monaco FC d'être présent sur ce terrain? On pense à l'AS Monaco que l'e-sport, c'est une activité complémentaire de celle du football.
à plusieurs titres, et ça nous permet également de pouvoir toucher un public qui est différent de celui qui aime le football. Un public généralement qui est plus jeune, plus engagé et qui aime des choses encore plus digitales que le football qui se vit principalement de manière physique, même si ça tend de plus en plus vers le digital. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer à fond sur cette activité e-sport à l'AS Monaco. Mais quel est le positionnement aujourd'hui du club dans ce domaine? On se tourne résolument vers l'e-sport ou ça reste une partie encore un peu marginale? Non, depuis maintenant, l'AS Monaco e-sport s'est lancé en 2016. On a fait pas mal de tests, on a appris pas mal de choses sur l'univers de l'e-sport, les attentes aussi des fans d'e-sport en ce domaine. Et là, maintenant, je peux vous dire qu'on est à lancer vraiment à fond sur la partie sport, de la même manière que celle du football, c'est-à-dire qu'on a une logique d'excellence, de formation des jeunes et d'excellence, de gagner des titres, d'aller le plus loin possible. Et tout ce qu'on a appris sur la partie football, on le transpose maintenant sur la partie sport. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir les meilleurs joueurs du monde, gagner des titres au niveau mondial, international et être très performant. C'est vraiment dans l'ADN du club, foot et e-sport désormais. Vous l'avez expliqué en toile de fond, notamment à destination de la jeunesse, il y a une stratégie de marque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un club tel que l'AS Monaco ne pouvait pas ne pas se tourner vers l'e-sport. Le mot Monaco, la marque Monaco, ce magnifique logo, ces magnifiques couleurs sont connus dans le monde entier. Donc nous, on est là pour continuer cette expansion sur différents territoires et c'est ce pourquoi notamment on a créé un partenariat très récemment avec une grosse structure e-sport qui s'appelle Gambit en Russie, qui nous permet donc de continuer à développer notre marque sur un territoire clé qui est pour nous la Russie. Et combien de joueurs avez-vous sous contrat aujourd'hui? Sous contrat, à l'AS Monaco e-sport, nous avons 5 joueurs sous contrat, hors partenariat avec Gambit, où là on en a 8. Mais ils sont considérés comme des sportifs de haut niveau. Il y a aussi cette distinction dans l'e-sport? Je comprends qu'au début, il y avait cette distinction-là. Est-ce que l'e-sport est vraiment un sport? Est-ce qu'il y a moins d'activité physique que par exemple dans le football ou dans le tennis? Je pense que cette différence est de moins en moins vraie parce que nous, ce qu'on demande à nos joueurs, c'est un engagement total. Ils travaillent pour le club à 100%. Et donc, on leur demande une alimentation saine, on leur demande de bien dormir avant, pendant et après la compétition. Ils s'entraînent tous les jours, plusieurs heures par jour sur leur jeu pour être le plus performant possible et représenter plus fièrement les couleurs du club. Donc, pour moi, il y a le cadre de vie et presque le même. Et on essaie, en tout cas, toutes les méthodes qu'on s'inspire de celles du foot pour encadrer les joueurs, pour les aider à atteindre le niveau maximum de leur performance. On l'adapte sur la partie sport. Ils ont un manager à temps plein qui est avec eux et qui les encadre aussi pour les aiguiller autant d'un point de vue tactique sur le jeu, d'un point de vue récupération, mental, aussi pendant les compétitions. Et c'est ce qui fera pour nous, on pense, la différence dans les années à venir pour la performance de nos équipes. Mais quel est le profil type de ces sportifs engagés en e-sport? Alors là, il n'y a que des hommes, c'est une équipe masculine. Et puis, il faut être jeune ou on peut avoir tout âge pour intégrer une bonne équipe et avoir un très bon niveau? J'ai envie de vous dire que le critère principal pour intégrer l'AS Monaco e-sport, c'est son niveau de performance. Il faut être le meilleur de France, voire même d'Europe, sur son jeu de prédilection. Nous, pour être très clair, on a 2 profils de joueurs dans notre équipe. Il y a le profil du jeune de 17-18 ans qui présente beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, mais que grâce à notre encadrement, on va emmener vraiment au plus haut niveau. C'est ce qui fait l'ADN du club. Nous, au Global AS Monaco, avoir des jeunes joueurs, entre guillemets, les former, les post-former et les emmener au plus haut niveau. Mais on a également des joueurs très aguerris, par exemple, notre triple champion du monde sur le jeu Pro Evolution Soccer à 26-27 ans. Et c'est assez âgé, entre guillemets, dans le monde de l'e-sport, mais il est là aussi pour encadrer les joueurs et il reste extrêmement performant. Donc, c'est vraiment ce mélange de gens plein de talent et plein de jeunesse avec des gens plus aguerris qui sont tout aussi talentueux qui font la réussite du projet AS Monaco e-sport, niveau e-sportif. Quel est le palmarès à ce jour du club? Sur la partie Pro Evolution Soccer PES, on est double champion d'Europe de l'eFootball Pro. l'eFootball Pro, c'est la Ligue des Champions. On a également un triple champion du monde individuel sur le jeu PES. Et notre principal objectif maintenant sur la scène FIFA, cette fois-ci, c'est d'être sacré champion de France. La compétition, la e-Ligue 1 débute en mai. On a 2 joueurs en compétition et l'objectif, c'est d'aller gagner ce titre de champion de France.
Alors j'imagine que l'avantage avec l'e-sport, c'est qu'effectivement en période de crise sanitaire, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, mais aussi beaucoup plus frustrant aussi, parce que même pour les joueurs, l'objectif, tous les joueurs qu'on a sont des joueurs professionnels qui ont connu la scène, c'est-à-dire qui ont disputé des compétitions devant un public, devant des caméras, et c'est là où je pense que le professionnalisme et l'expérience de nos joueurs fait vraiment la différence. Quand vous êtes en format comme actuellement en distance ou en online, c'est plus compliqué d'être vraiment concentré et d'être vraiment focus sur la compétition, parce qu'en fait, autour de vous, c'est chez vous, c'est pas la scène. Donc, d'un côté, c'est plus facile pour organiser des compétitions, mais d'un autre côté, on perd vraiment ce petit grain de folie que peut apporter d'avoir un univers 100% compétitif autour de vous. Vous avez suivi, vous tout particulièrement, le développement de l'e-sport au cours des dernières années. On a le sentiment que ça a été vraiment un développement à la vitesse de l'éclair, hein. Ah oui, c'est assez impressionnant. Moi qui suis la scène maintenant, donc depuis 2016, ça fait 6 ans. Sur les 2 dernières années, on voit vraiment une accélération notable à tous les niveaux, que ce soit le nombre de personnes qui jouent aux jeux vidéo, le nombre de personnes qui regardent des jeux vidéo, notamment sur Twitch. Même au niveau de nous, on voit au niveau du sponsoring, c'est quelque chose qui est en train d'exploser, qui est extrêmement intéressant pour un club de foot comme l'AS Monaco. Et on a vraiment le sentiment que, de par les choix forts de la direction qui ont été faits il y a quelques années, on a pas mal de trains d'avance maintenant, et le processus va continuer à se mettre en place, et c'est là où vraiment on pourra, nous, à AS Monaco, continuer à faire des différences. Et je pense que l'e-sport a plusieurs années, de très très belles années à venir en Europe, en France, à Monaco particulièrement, et dans le monde entier. Simon Rémoussin, responsable de la cellule e-sport de l'AS Monaco, merci de nous avoir éclairés sur cette discipline en plein essor. Merci Patricia, bonne soirée. Place à la page musicale de cette édition. Dans la famille Bach, 7 générations de musiciens se sont succédés. Au total, pas moins de 31 membres de cette famille se sont illustrés dans la musique. Le plus célèbre d'entre eux est Jean-Sébastien Bach, qui a été père à 20 reprises. Et ce week-end, un concert rendant hommage au travail de ce dernier et de 3 de ses fils a été donné à l'église Saint-Charles. José Sacré y assistait. Des musiques de Jean-Sébastien Bach et de 3 de ses fils étaient au programme du concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 18 avril à l'église Saint-Charles, sous la direction de Peter Suess, habituellement chef d'attaque des seconds violons de la formation monégasque, spécialiste passionné de la musique des 18e et 19e siècles. Pour moi, ça c'est une époque très très intéressante qui vaut le coup de découvrir. Et il me semble que les musiciens d'ici participent avec plaisir également. De Jean-Sébastien Bach, le concerto pour 2 violons et orchestre en ré mineur était interprété en soliste par Peter Suess et Sibylle Duchesne-Cornaton. C'est un chef exigeant. Il est exigeant, mais il sait parler aux musiciens de la bonne manière, il sait être clair et vraiment, pour ma part, il m'inspire. Il m'inspire. Oui, ça est également un très grand plaisir de jouer avec Sibylle. Bon, c'est un défi de diriger et jouer en même temps. J'espère que ça va marcher. C'est la première occasion pour essayer de 2 fonctions au même moment. Pendant un concert, il y a une vraie connexion entre musiciens et public, et même à travers les masques, on sent les sourires des gens. Je suis super fier de pouvoir être ici dans cette petite île de tranquillité et pouvoir exercer mon métier. Nous allons passer aux prévisions météo pour la journée de mardi, Alexandra. Patricia, une météo plutôt clémente en prévision, un temps clair sur la matinée, apparition de nuages dans l'après-midi. Il fera 7 degrés au lever du jour et 13 degrés au plus chaud de la journée. Nous fêterons la Sainte-Odette.
C'est la fin de ce journal. Nous allons nous quitter en photo avec le sacre hier de Stefanos Tsitsipas sur la terre battue de Monaco, le premier Masters 1000 de sa carrière. Et des clichés signés Éric Maton et Manuel Vitali. Rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle édition. Très belle et douce soirée à vous.